Chapitre 110. Le péril rouge de 1947, suite. En 1947, la situation était explosive. Les Français avaient faim. Les pénuries de denrées de base nécessitaient le maintien du rationnement instauré pendant la guerre. La situation s'aggrava suite aux mauvaises récoltes. En avril, la ration quotidienne de pain était de 250 grammes par personne. En septembre, elle tomba à 200 grammes, niveau plus faible encore que pendant l'occupation. De plus, pendant les hivers de 1946-47 et 1947-48, le manque de charbon frappa la population. Qui plus est, les prix augmentèrent à une vitesse vertigineuse sans que l'augmentation des salaires ne suivît, malgré les efforts consentis par les travailleurs qui avaient vu la semaine passer de 40 heures à 45 pour relancer l'économie. Sur le plan politique, M. de Gaulle venait de créer son parti le 14 avril 1947, qu'il nomma RPF, Rassemblement du peuple français. Au cours de l'année 1947, ce monsieur profita de la situation difficile du gouvernement pour capitaliser sur le mécontentement ambiant. Et il fédéra rapidement une partie non négligeable des mécontents qui se rangèrent derrière lui. Le tripartisme, quant à lui, avait fait long feu. Après de nombreux désaccords sur la politique coloniale et sur la politique salariale, les ministres communistes furent démis de leurs fonctions en mai 1947, alors que depuis la libération, le Parti communiste avait des responsabilités gouvernementales jusque dans la défense. Mais chassés par la porte, les communistes revinrent par la fenêtre. En effet, en parallèle du plan Langevin-Wallon, un syndicat communiste, la Fédération de l'éducation nationale et Confédération générale du travail, fut créé cette même année 1947. Ainsi, si le plan n'avait pas été débattu, ni entériné par les élus du peuple, par le biais de la FEN-CGT, dont les représentants furent par la suite considérés et traités comme les interlocuteurs privilégiés pour discuter des réformes scolaires par les ministres successifs de l'Éducation nationale, le poison de la médiocrité et du nivellement par le bas se répandit avec la complicité des représentants syndicaux du corps éducatif. Ces saboteurs ont contribué activement à la mise en œuvre progressive et méthodique du système éducatif voulu et écrit par les révolutionnaires communistes français qui remplacèrent l'enseignement, qui avait pour vocation l'instruction des enfants et le développement de leur intelligence, par l'éducation telle que nos enfants la subissent aujourd'hui, c'est-à-dire un lavage de cerveau en règle, pour tenter de leur faire douter de ce que leurs parents auraient pu leur enseigner de vrai. C'est dans l'ADN du communisme d'éduquer les peuples, pour en faire des citoyens qui se taisent et s'interdisent de réfléchir par peur des représailles qui, dans les dictatures communistes, vont jusqu'aux exécutions sommaires. Phénomène que connut bien la France à la Libération, quand les résistants communistes, ces traîtres qui avaient saboté les munitions de l'armée française au début du conflit, quand Staline et Hitler étaient alliés, et qui recommencèrent juste après la guerre pour protéger leurs camarades Viet Minh, quand ces faux patriotes, aux ordres de Moscou, réglaient leurs comptes aux membres des brigades anticommunistes qui avaient été créées par la Troisième République. En février 1945, Adrien Texier, ancien ministre de l'Intérieur, alors chef de la police politique du général de Gaulle, DGER, confia au capitaine de Warin, sur la base des rapports des préfets qu'il avait reçus, que 105 000 exécutions sommaires auraient été perpétrées entre juin 1944 et février 1945. Pourtant, les chiffres officiels trouvés, par exemple sur Wikipédia ou sur le site de l'enseignement national, font état seulement de 9 000 meurtres, ou plutôt personnes tuées, et de 97 000 condamnations officielles ayant entraîné des peines allant de 5 ans de dégradation nationale à la peine de mort. En France, l'année 1947 fut l'année de tous les dangers. Le pays, au bord du chaos, échappa miraculeusement à la guerre civile
et sans doute à une prise de pouvoir des communistes. La rupture de la coalition entre les communistes et les autres forces politiques du pays eut rapidement des répercussions sociales. Le Premier ministre Ramadier exprima alors l'idée que si le Parti communiste appelait à la prudence et à la modération pour pouvoir revenir ultérieurement dans un nouveau gouvernement de coalition, en sous-main, il fomentait les grèves. Il déclara le 3 juin à l'Assemblée nationale. Une sorte de mouvement giratoire de grève se développe comme sous la direction d'un chef d'orchestre clandestin. Il porte, comme par hasard, sur les points les plus sensibles de notre économie. Les communistes du Parti communiste français et de la CGT étaient visés par ces propos, car ils canalisaient et exploitaient un mouvement social dont, faute de preuves, on ne pouvait les accuser formellement d'avoir été à l'origine. Mais ce mouvement servait parfaitement les intérêts de ces organisations communistes déstabilisées par la forte poussée du RPF de De Gaulle lors des élections municipales d'octobre 1947. Et à supposer que cette fronde fût spontanée, les marxistes ne pouvaient pas laisser s'émanciper ce mouvement populaire sans risquer de voir le comité central perdre toute influence s'il se coupait des revendications de sa base ouvrière. S'il ne les avait pas lancées, il devait impérativement récupérer les grèves pour en faire son combat, s'il voulait perdurer comme acteur politique de premier plan. Les grèves touchèrent le pays à partir du mois d'avril. D'avril à juin, le taux de participation s'accrut progressivement et la durée des arrêts de travail s'allongea. Le passage du Parti communiste français dans l'opposition avait libéré les militants de la base de leurs réserves à l'égard d'un gouvernement constitué en partie d'élus de leur bord. Et les ministres communistes, qui au pouvoir pouvaient, avec l'aide de la CGT, contenir le mécontentement ouvrier, ne demandaient plus aux syndicalistes de tenir leurs troupes. Ce passage à l'opposition favorisa donc la flambée de grève. En juin, l'agitation sociale atteignit une intensité plus vue depuis la Libération. Le Parti communiste français pense alors pouvoir se servir de la situation pour démontrer que son absence au gouvernement aggravait les tensions sociales. Il afficha son soutien aux grévistes, retrouvant son image de protestataire servant la classe ouvrière. Le gouvernement, en revanche, insistait sur l'aspect politique que prenaient les mouvements de grève de juin et dénonçait les communistes comme étant les agitateurs. Après un été plus calme, l'annonce fin août de la baisse de la ration quotidienne du pain relança les tensions. D'autant que les États-Unis venaient d'annoncer que les Allemands de la Bisonne auraient droit désormais à 500 grammes de pain par jour, le double de la ration française. Les communistes mirent en avant cette étrangeté et accusèrent le gouvernement. Le 28 août, le bureau politique du Parti communiste français s'offusqua. Cette nouvelle diminution de la ration de pain, qui 3 ans après la libération nous met au rang des pays affamés, montre que la politique pro-américaine du gouvernement Ramadier ne porte que misère au peuple français. Il remit en cause le plan Marshall. Pour les communistes, ce plan était directement dirigé contre l'influence soviétique croissante en Europe occidentale que favorisait la pauvreté et la vision communiste de la pauvreté, expliquée par la lutte des classes. De plus, il comprenait que ce plan avait d'abord pour objectif de soutenir l'économie américaine à la recherche de nouveaux marchés et qu'il allait renforcer la puissance américaine impérialiste. Les communistes entendirent donc montrer toute la malfaisance du gouvernement Ramadier dans tous les domaines et les résultats de 4 mois d'un gouvernement d'où les communistes ont été exclus. La direction du Parti communiste français se montra tout de même très inquiète de la tournure que prirent les mouvements qui suivirent en septembre, soulignant, lors de la réunion du secrétariat du 1er septembre, qu'il fallait être vigilant quant aux manifestations d'un mécontentement légitime qui se développe dans le pays afin d'éviter toute provocation. Jusqu'en septembre, la presse du PCF appela de ses vœux
la formation d'un nouveau gouvernement où des ministres communistes participeraient aux affaires aux côtés des socialistes. Puis, la conférence constitutive du Cominform, qui se déroula secrètement en Pologne du 22 au 27 septembre 1947, changea radicalement la ligne du Parti communiste français, poussant ce parti à montrer le visage apatride du communisme. Cette conférence réunissait 9 partis communistes nationaux, dont le Parti communiste français. Elle notifia abruptement la prise en main par le Parti communiste d'Union soviétique de l'activité des partis communistes présents à la conférence. Ce serait désormais de Moscou que l'action politique serait coordonnée. André Djanov, spécialiste de la propagande, jeta alors les bases de la politique soviétique de guerre froide, doctrine selon laquelle 2 blocs fondamentalement différents s'opposaient, le camp impérialiste et antidémocratique, constitué par les États-Unis et ses alliés, et le camp de la paix et de la démocratie, constitué par l'URSS et ses alliés. Les consignes données au Parti communiste comprenaient la mobilisation des masses populaires contre l'impérialisme américain. Les communistes italiens et français furent alors accusés d'avoir abandonné la lutte des classes, et Étienne Fajon et Jacques Duclos, les délégués français, vilipendés pour avoir collaboré avec les partis bourgeois dans les gouvernements du tripartisme et participé à un crétinisme parlementaire. Le PCF dut se livrer à une autocritique et corriger le tir, en s'alignant sans restriction sur les positions révolutionnaires de Moscou. Après cette conférence, le Parti communiste français s'engagea donc dans une politique radicale d'opposition au gouvernement pour se présenter comme le seul parti refusant de se laisser coloniser par les États-Unis et le seul défenseur du prolétariat contre la bourgeoisie. Tous les autres partis politiques étaient désormais assimilés au parti américain. La guerre froide s'installait sur le territoire français. Le climat politique intérieur français y était propice. La CGT s'aligna sur cette nouvelle ligne politique du PCF. Les 12 et 13 novembre 1947 se tint le Comité central national de la CGT, avec pour ordre du jour la question des salaires et des prix et le plan Marshall. En marge, les grèves recommencèrent.